Mon coup de cœur cette semaine, c'est l'intégrale de La Belle Mort qu'on retrouve chez Ankama et au label 619 et qui compile la série de Mathieu Bablet qui était sortie en 2011 avec de nouveaux textes inédits. Il y a une préquelle et puis il y a une sorte d'épilogue qui sont très courts mais qui permettront aux gens qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur l'univers, d'un univers post-apocalyptique. On va suivre un peu à la manière d'un survival très classique l'aventure de plusieurs personnages qui cherchent à éviter des insectes géants qui ont envahi la Terre il y a quelques années de cela. Et puis, petit à petit, on glisse tout doucement vers un récit beaucoup plus onirique, une réflexion un peu plus poussée, très touchante sur quel est le sens de la vie et comment notamment la mort donne un sens à celle-ci. C'est très émouvant, très touchant. Ça rappelle un petit peu, je trouve, ce qu'a pu faire Jeff Lemire par exemple sur une série comme Trillium, que vous connaissez peut-être, qui était sortie chez Urban. En tout cas, encore une fois, une très belle édition chez Ankama. Leurs intégrales sont superbes et ne coûtent qu'une vingtaine d'euros. Donc ça permet vraiment de redécouvrir à petit prix des séries cultes. C'est le cas ici pour Mathieu Bablet puisque, vous le savez, depuis Shangri-La et sa victoire à Angoulême cette année, c'est un auteur qui monte. Et si, comme moi, vous aimez un petit peu, à l'inverse, remonter le temps et savoir comment leurs albums de jeunesse préfigurent ce qui sera plus tard leur style et leurs habitudes préférées, je vous invite à consulter cette Belle Mort puisque, par ailleurs, vous avez de superbes planches qui sont très caractéristiques du style de Bablet, notamment dans sa maîtrise de l'architecture et des perspectives. On est dans une mégalopole américaine, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui est rendu comme au cinéma. Il y a juste une profondeur de champ qui est complètement dingue. Et à côté de ça, une réflexion, comme je le disais, qui est plus philosophique et qui plaira sans doute beaucoup aux amateurs de récits un peu plus métaphysiques. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi et l'objet étant particulièrement beau et accessible, je vous le recommande chaudement. Alors aujourd'hui, on va parler de Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, paru aux éditions Glénat. C'est un très gros coup de cœur, une très belle découverte. On suit l'histoire de ce jeune garçon, Lubin, qui est acrobate dans une troupe de théâtre et qui, suite à un petit accident sans gravité, voit sa vie changer. En effet, il ne vit qu'un jour sur deux. Cependant, il se rend bien compte que les moments d'absence, malgré tout, durant ces moments d'absence, son corps agit, sa vie continue, mais lui n'est pas là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il devient fou? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? D'autant plus que le phénomène tend à s'amplifier. Ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'au-delà de ce flirt vers le fantastique, il y a une vraie réflexion sur ce qu'est la vie, comment la gérer, les choix que l'on va faire et l'impact que cela va avoir dans aussi bien une vision intime du personnage que dans la façade qu'il va donner aux autres. Timothée Le Boucher est un jeune auteur. Il s'était déjà fait repérer notamment avec son précédent album qui s'appelle Les Vestiaires, qui parlait du harcèlement en milieu scolaire, avec une fin très étonnante. Et là, avec cet album, il récidive dans une approche innovante de ce qu'est finalement l'existence. Il fait partie de cette génération d'auteurs comme Mathieu Bablet ou Édouard Court, qui réfléchissent sur des thématiques profondes avec une nouvelle saveur, une nouvelle approche, tout en gardant les codes de la BD traditionnelle. Et par conséquent, je dirais que Timothée Le Boucher est un auteur à surveiller de très près. Salut tout le monde, alors moi je vais vous parler de Animosity tome 1 sorti le 22 septembre chez Snorgle Comics. Alors en fait ça raconte l'histoire de notre planète, mais en fait les animaux viennent de se réveiller. Donc c'est pas qu'ils dormaient tous, mais d'un coup ils se sont tous retrouvés dotés d'une parole et d'une conscience équivalente à la conscience humaine et à l'intelligence humaine. Du coup, ça perturbe tout parce qu'on peut plus manger les vaches parce que les vaches elles nous demandent pourquoi on le fait. Les animaux peuvent plus s'entretuer parce que ils peuvent dialoguer maintenant. Et du coup, ça crée une véritable apocalypse dans le monde entier. Nous, on suit l'histoire de Jessie, une petite fille qui a perdu ses parents, et de Sandor, son chien. Et donc son chien, en fait, il est adulte, donc il a plus de responsabilités qu'elle. Et en fait, il va essayer de l'aider à sortir de New York pour rejoindre son grand frère qui habite en Californie. Moi, en fait, j'avais déjà pas mal entendu parler de cette BD. Je la suivais de près, même avant qu'elle sorte en France. Et j'avais vu plusieurs previews, mais on voyait les animaux être assez violents en fait. Il y avait pas mal de scènes sanglantes et du coup je pensais que
enfin, je m'attendais à un comics qui serait vraiment violent, vraiment triste, où les humains et les animaux s'entretueraient. Et en fait, pas du tout. C'est ça qui est intéressant, c'est que les animaux, ils sont comme les humains. Ils sont, c'est des individus avec des pensées qui sont différentes. Ils sont tous différents les uns des autres. Il y en a qui sont sympas, il y en a, ils sont super méchants. Il y en a, ils se posent des questions sur la vie et tout ça. Et du coup, en même temps, c'est triste et en même temps, c'est hyper intéressant et en même temps, c'est aussi parfois rigolo. Pourquoi c'est intéressant? Parce que effectivement, ça pose cette question de notre rapport aux animaux et de comment on interagit avec eux en fait. Et finalement, c'est presque une fable un peu écologique sans donner de leçons pour autant. Et puis ce qui est bien foutu, c'est qu'on a des ellipses en fait, on va vraiment avancer dans le temps. Donc on va d'abord voir ce moment où les animaux commencent à être dotés de parole et donc on va voir les réactions des humains, les réactions à chaud des animaux. Et puis on va vraiment avancer dans le temps de plusieurs semaines, plusieurs mois, et on va voir en fait comment la société va apprendre à s'organiser avec cette nouvelle capacité qu'ont les animaux. Moi, c'est vraiment un premier tome qui m'a beaucoup plu, j'ai rigolé, j'ai été pas mal émue, je me suis posé pas mal de questions, et des questions qui, j'espère, trouveront des réponses dans les prochains tomes. Alors moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Valérian, un album assez surprenant puisque c'est pas le Valérian de Mézières et Christin, c'est pas du tout celui que vous connaissez. On a donné carte blanche à 2 auteurs, c'est ce qu'on appelle les albums pars. Il y avait déjà eu Larsenet qui l'avait fait dans la même collection. Larsenet en avait fait un poivreau notoire hyper drôle à lire absolument, mais ça ressemble pas du tout au Valérian qu'on connaît. Et cette fois-ci, c'est Lupano. Alors Lupano, vous le connaissez certainement par Les Vieux Fourneaux, Un Océan d'amour, il a fait pas mal de bandes dessinées, Halim le Tanneur, Traquemage. Mais là, sur cet album-là, il s'associe à Mathieu Laufray. Alors c'est un truc incroyable, Mathieu Laufray, il est connu pour Long John Silver, Prophète, des séries plutôt d'aventure, plutôt sérieuses. Et là, ce qu'il va faire avec ça, en fait, c'est qu'il va mélanger une approche plutôt humoristique, Lupano, et un style graphique plutôt à la Mathieu Laufray, un truc très léché, très travaillé, très dynamique. L'idée, c'est que donc, pour vous expliquer ce qui se passe dans cette histoire, Valérian et Laureline ont le droit à une mission, comme d'habitude. On les envoie chercher un robot qui détient dans sa tête tous les chiffres bancaires galactiques. Donc autant vous dire que ça embête pas mal de gens, dont le patron de Valérian et Laureline. Vous découvrirez pourquoi dedans. Et puis en fait dans cette mission ça va très vite dégénérer, ça va pas se passer comme ils veulent, ce serait trop simple. Et entre temps il y a les Schlingoulous, truc qu'on n'arrive jamais à prononcer, vous savez, ces petites bêtes là, qui vont venir voir Valérian et Laureline, qui vont leur expliquer qu'ils ont fait une partie de poker un peu malheureuse la veille, et puis bon voilà, enfin on s'excuse, mais en fait on a perdu la propriété de la terre. On avait les papiers de la propriété de la terre, on les a perdus, et du coup il faudrait nous aider à les récupérer parce que celui qui les a gagnés, il a l'intention de supprimer la Terre. Voilà, c'est comme ça que ça démarre. C'est complètement loufoque. Le seul petit truc que je veux vraiment prévenir les gens qui ont envie de se lancer dedans, puisque c'est un album qu'il faut découvrir, c'est ne soyez pas surpris. On est plus dans la parodie, l'hommage et la parodie que dans un album qui ressemble véritablement aux aventures de Valérian. Donc si vous avez envie de vous marrer, on sent que Lupano a grandi avec toutes les histoires de Valérian, qu'il a voué un culte, comme beaucoup de gens, à ce personnage extrêmement quasi érotisé qu'est Laureline. Il lui déclare un amour sans nom dans cet album, à sa manière. Hein. Vous savez, Lupano, c'est un type qui a un humour bien particulier. Et du coup, on part dans cette aventure qui nous fait marrer du début à la fin. Et c'est magnifiquement illustré par un Laufray qui nous sert des planches dans l'espace somptueux, dont un passage où je vous invite à rester avec des baleines dans l'espace. Voilà, c'est ma petite pépite du moment. Mon coup de cœur cette semaine, c'est le tome 3 d'Elric chez Glénat. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la série, Elric à la base c'est une œuvre de fantasy et écrite par Michael Moorcock. Et en fait depuis 2013, il y a une adaptation en BD par une sacrée équipe puisqu'il y a Julien Blondel et Jean-Luc Cano au scénario, et Robin Reich et Julien Tello au dessin. Et en fait, on avait eu le premier tome en 2013, la suite en 2014, et là, il y a le tome 3 qui vient tout juste d'arriver. Déjà, c'est magnifique. C'est principalement le point qui va sûrement vous attrayer quand vous êtes en boutique, puisque dès qu'on ouvre les premières pages, c'est assez indécent, c'est super bien détaillé. Il y a tous les fonds sont vachement détaillés, le personnage principal est super cool. Et pour l'histoire, en fait, c'est du coup l'histoire d'Elric qu'on voit ici.
avec son épée Stormbringer. Et en fait, c'est un ancien empereur de Melniboné qui est une grande dynastie. Rapidement, dans les premiers tomes, je vais pas trop vous résumer, mais en gros, il perd le contrôle de son empire, il est obligé de s'exiler. Et en fait, il réussit à survivre, puisqu'il a des problèmes de santé, grâce à son épée qui est maudite, en fait, et qui réclame du sang. Donc lui, il est obligé de tuer des gens, et en échange, il reste en vie. Donc c'est super bien, parce que là, en fait, les 2 premiers tomes étaient super introductifs, mais étaient déjà assez mortels. Et là, on rentre dans le vif du sujet, et il y a plein d'actions, il y a beaucoup d'aventures, c'est super finement écrit. Le personnage d'Elric est un peu tiraillé en fait entre sa quête d'inconnu, puisqu'en fait il n'a plus vraiment de quête, il est un peu sans destin, et le fait que du coup il soit obligé de tuer des gens avec son épée pour survivre, donc ça questionne forcément sa morale. Et du coup moi je le conseille parce que déjà c'est super dense à lire et c'est super bien écrit. Et en fait, le tome en plus est super généreux, puisqu'à la fin il y a 16 pages en fait de croquis, de recherches et tout, et ce qui permet notamment de s'approprier l'univers. Et petit truc qui est vachement cool, c'est que Michael Moorcock, donc l'auteur original, il dit que c'est la meilleure adaptation de sa BD, et en fait je pense qu'il a travaillé avec les scénaristes, puisqu'ils se permettent une liberté à la fin du tome, et en fait ils m'ont proposé une réécriture assez importante, je ne sais pas dans quel cadre, mais du coup ils réécrivent pas mal l'histoire d'Elric. Si vous n'avez pas lu les romans, c'est vachement bien du coup, parce que ça peut vous permettre d'aller vers les romans, et si vous avez lu les romans, c'est cool parce que ça peut vous permettre de lire la BD et de découvrir une nouvelle histoire. Donc je vous conseille vraiment Elric, c'est vraiment la lecture pour moi de ce mois de septembre.